Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'aurai pour thème, effectivement, de mon intervention, de vous adresser une recommandation, à savoir celle d'être patient si vous voulez améliorer la fertilité de vos troupeaux. Et pour répondre à ce conseil, à cet avis, j'ai fait référence à deux publications relativement récentes, publications réalisées par Niosas et ses collaborateurs, et qui concernent l'étude des effets d'un allongement de la lactation chez les vaches laitières hautes productrices sur, d'une part, les effets sur la fertilité, et d'autre part également sur les effets sur la production laitière, la santé mammaire et aussi l'évolution du score corporel. Et donc ces deux publications en fait s'inscrivent en droite ligne d'une observation que vous avez déjà pu faire très certainement. Et de quoi s'agit-il comme observation? Eh bien, en élevage laitier, on le sait, la période d'attente volontaire est classiquement de 40 à 60 jours. Qu'est-ce qu'on entend par période d'attente volontaire? Eh bien, c'est celle que l'éleveur décide, en collaboration éventuellement avec son vétérinaire, période durant laquelle il ne va pas inséminer. Il ne commencera à inséminer qu'au bout de cette période d'attente. On la distingue, cette période d'attente volontaire, de la période d'attente réellement observée, qui est calculée classiquement par l'intervalle entre le vélage et la première insémination effectivement réalisée. Alors 40 à 60 jours, ça c'est la recommandation, je dirais, classique, mais vous le savez, la production laitière moyenne a augmenté bien entendu avec les années. Et donc d'emblée, je vous dirais que cette patience est justifiée par 4 bonnes raisons, me semble-t-il. Alors la première de ces bonnes raisons, c'est le fameux bilan énergétique négatif. On va y revenir dans un instant, mais plus on va donner à la vache le temps de récupérer un bilan énergétique qui est positif, et meilleure sera la fertilité. Une deuxième bonne raison d'être patient, c'est effectivement le tarissement. Il convient, bien entendu, et surtout chez les vaches laitières hautes productrices, d'optimiser la durée de cette production laitière, mais aussi d'assurer une période de récupération de 45 à 60 jours. Se pose donc le problème, si la production laitière est trop élevée au moment du tarissement, de savoir effectivement là, qu'est-ce qu'on fait. J'arrête ou au contraire, je continue. Une troisième raison, c'est effectivement d'assurer une période de transition aussi optimale que possible. Car cette période de transition, qui classiquement comprend les 3 semaines précédentes et les 3 semaines suivant le vélage. Et que cette gestion optimale de cette période va contribuer largement à réduire la fréquence des pathologies après le vélage. Et une quatrième et dernière bonne raison, c'est l'important problème effectivement des génisses de remplacement. Il n'est pas, comment dirais-je, gravissime effectivement que d'avoir une augmentation de l'intervalle de vélage, puisque ce vélage, on le sait, va assurer bien sûr une production laitière, mais va assurer aussi la naissance des génisses de remplacement. Il est évident que si on s'oriente vers une utilisation plus intensive de sperme sexé, bien entendu que le nombre de génisses de remplacement nécessaires aux réformes des vaches va également diminuer. Revenons donc à la période effectivement du postpartum et à la balance, enfin on parle de bilan énergétique négatif, c'est beaucoup plus exact. Eh bien, que trouvons-nous ici? Nous voyons ici qu'à partir du vélage, nous avons une période effectivement de bilan énergétique négatif. Pour la petite histoire, ce bilan énergétique négatif peut déjà apparaître bien sûr avant le vélage. Une des raisons d'être, c'est effectivement les besoins du fœtus qui se trouvent multipliés par 3 en fin de gestation. Mais donc classiquement, cet état de bilan énergétique négatif va s'observer pendant une quinzaine de jours après le vélage. Les causes en sont bien connues, c'est que d'une part, il y a les besoins énergétiques de la lactation. Nous voyons qu'ils augmentent effectivement progressivement, mais que d'autre part, il y a un bilan énergétique négatif, puisque effectivement l'animal n'est pas à même d'ingérer ce qu'il lui faut pour assurer cette
cette lactation. Et donc il y a un décalage entre ces apports et bien entendu entre les apports ici et bien sûr les besoins. Progressivement cependant, au bout de 3 semaines, on passe d'un bilan énergétique négatif à un bilan énergétique positif. Voilà ce qui se passe, je dirais, classiquement en moyenne. Et on aura bien compris, bien entendu, qu'un des facteurs limitants, on va y revenir, mais c'est bien sûr le niveau de production laitière. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, je vous invite à lire cette récente synthèse que j'ai publiée dans le bulletin des groupements techniques vétérinaires en 2021. Le bilan énergétique négatif, on distingue plusieurs groupes de causes. La première de ces causes, on l'a déjà dit, c'est bien sûr le développement fœtal en fin de gestation. Une deuxième cause importante, c'est la diminution de l'ingestion alimentaire et aussi l'augmentation bien sûr de la production laitière. Et enfin, il y a une quatrième cause que l'on néglige peut-être trop souvent, c'est effectivement tous les mécanismes inflammatoires qui se mettent en place physiologiquement mais surtout pathologiquement au cours des jours qui suivent le vélage. Et une des premières conséquences effectivement de ce bilan énergétique négatif, ça va être effectivement une diminution de l'insulin growth factor 1. Une autre conséquence plus en lien avec les réactions inflammatoires, c'est l'augmentation des cytokines. On ne dira pas plus pour le moment. Mais ce qu'il faut savoir en termes de conséquences de ces variations, je dirais, hormonales ou facteurs métaboliques, c'est une diminution de la croissance folliculaire. Donc il y a un impact négatif de ces conséquences sur la croissance folliculaire. Et une des premières conséquences, bien sûr, de cela, c'est qu'on augmente le risque d'un anéstrus pathologique fonctionnel. C'est-à-dire la période pendant laquelle l'animal n'est absolument pas cyclé. Une autre conséquence de cette réduction de la croissance folliculaire, c'est une diminution de la synthèse de l'œstradiol. Les follicules ne se développent pas, et donc cette synthèse est amoindrie. Il en résulte quoi ? Un anéstrus pathologique de détection. C'est-à-dire que la réduction de la synthèse d'œstradiol contribue à réduire bien sûr les signes d'œstrus et rend d'autant plus difficile la détection des chaleurs. Voici un autre facteur bien entendu qui contribue à augmenter la période d'attente. On n'en est pas seulement là. C'est qu'une autre conséquence de cette diminution de l'œstradiol, c'est qu'il va y avoir une diminution de la LH. Et Dieu sait si cette LH a des conséquences graves sur, d'une part, la maturation, bien sûr, de l'ovocytaire. Elle joue un rôle essentiel dans cette maturation, et donc dans les chances d'obtention d'une gestation. Et une autre conséquence, bien sûr, c'est que cette diminution de la LH ne va pas assurer une synthèse optimale de la progestérone. Et cette réduction de la progestérone est un facteur de risque, bien sûr, d'augmentation de la mortalité embryonnaire. L'un dans l'autre, altération ovocytaire, augmentation du risque de la mortalité embryonnaire, vous l'aurez compris, c'est un facteur qui va contribuer à augmenter l'infertilité, c'est-à-dire le nombre d'inséminations nécessaires à l'obtention d'une gestation. Et cette infertilité, couplée à l'anéstrus pathologique fonctionnel, mais aussi à l'anéstrus pathologique de détection, eh bien, va entraîner ce qu'on appelle de l'infécondité, c'est-à-dire une augmentation du temps nécessaire à l'obtention de la gestation. Alors voyons une comparaison bien simple qui, au moyen de cette diapositive relativement synthétique, qui va caractériser bien sûr les effets d'un bilan énergétique négatif. Je rappelle, ce bilan énergétique négatif apparaît surtout pendant les 3 premières semaines suivant le vélage. Il existe également d'autres périodes qui viennent se superposer à cette période de bilan énergétique négatif, c'est la période d'évolution utérine, d'une 30aine de jours, et Dieu sait si cette période, on peut y observer une augmentation bien sûr du risque d'infection utérine, comme les métrites puerpérales, comme les métrites cliniques ou encore comme les endométrites cliniques. N'oublions pas, et c'est un des écueils effectivement qui rendent difficile l'obtention d'une gestation dans des délais normaux, c'est bien sûr la lactation. La période d'attente, on en a déjà assez dit, qu'elle soit observée ou carrément volontaire. Il fait suite
une période de reproduction de plus ou moins 20 à 30 jours, période nécessaire bien sûr à l'obtention d'une gestation, suite à laquelle celle-ci va pouvoir s'installer. Dernière, bien sûr, période sur laquelle il faut dire un mot, c'est la période de transition. Donc voilà plus ou moins les délais, je dirais, relativement normaux. Mais qu'en est-il maintenant, et c'est l'idée maîtresse dont il faut se pénétrer, qu'en est-il si le bilan énergétique négatif est de durée beaucoup plus longue? Eh bien, on constate bien entendu beaucoup plus longue, 50, 60, voire 70 jours suivant les conditions, suivant les productions laitières, etc. Eh bien, la période d'involution utérine ne va pas être essentiellement perturbée, quoi qu'on peut, comme commentaire, insister sur le fait que ce bilan énergétique est un facteur de risque accru, bien sûr, d'infection utérine qui elles-mêmes vont avoir un effet négatif sur la durée de cette involution utérine. La lactation, bien sûr, elle est toujours là, rien de changé par rapport à la situation précédente. La période de transition sera plus ou moins également de durée équivalente. La période d'attente, bien entendu, vu les conséquences du bilan énergétique négatif sur la reprise de la croissance folliculaire, vu la synthèse moindre de l'estradiol, eh bien, on constate que cette période d'attente est allongée. Et autre conséquence, bien entendu, vu les effets sur l'ovocyte et sur la synthèse de progestérone, la période de reproduction va se trouver également allongée, suite à laquelle on pourra éventuellement obtenir une gestation. Donc en fait tout ça est différé dans le temps. Et donc si on donne plus de temps, je dirais, à l'animal de récupérer de ce bilan énergétique négatif, eh bien on va pouvoir réduire les conséquences de ce bilan énergétique négatif en termes de fertilité. Et donc c'est ce que je voulais essayer de vous expliquer. Alors, pour l'expliquer, les auteurs ont travaillé dans une ferme de à peu près 1100 vaches laitières de race Holstein. J'attire votre attention que cette production de ces vaches était en moyenne de 11 500 litres en 305 jours, ce qui n'est pas si mal. Cette exploitation avait un taux de gestation première insémination de 32% et un intervalle de vélage moyen de 422 jours. Ces déstabilisations en logette, il pratiquait un tarissement de 6 semaines ou arrêtait de produire si la production était inférieure à 15 kg durant 5 jours consécutifs. 21 robots étaient installés dans cette exploitation, une ration mixte mélangée était distribuée. Il vaccinait annuellement contre l'UBR et ce troupeau était exempt de BVD. Et chose importante, bien entendu, il pratiquait un suivi, je dirais, vétérinaire, sanitaire, journalier jusqu'à 10 jours postpartum et mettait en place un contrôle d'évolution utérine 40 jours après le vélage. Les vaches qui présentaient des follicules inférieurs à 12 mm mais pas de corps jaune, c'est-à-dire qui avaient des ovaires inactifs, ne faisaient pas l'objet d'un traitement hormonal systématique. La détection de chaleur était assurée directement par le robot et par le personnel. Et ces examens de détection de chaleur étaient complétés par une vaginoscopie. Donc, excusez du peu sur le plan de la qualité effectivement de cette détection de chaleur. Et de manière systématique également, la gestation était confirmée par échographie, 42 à 49 jours après l'insémination. Et un nouvel examen de contrôle était réalisé 90 à 100 jours après cette insémination. Donc voilà le cadre général. On se trouve bien dans une exploitation avec des vaches à haut potentiel laitier, mais on insiste également d'emblée sur les conditions optimales dans lesquelles ces vaches étaient conduites. Alors, le cadre expérimental plus spécifique, eh bien, ils ont constitué avec à peu près 400 vaches, ils ont constitué 3 groupes expérimentaux. Et ces vaches ont été réparties dans 3 types de périodes d'attente. Les vaches n'étaient inséminées qu'après 40 jours. Le second groupe, les vaches étaient inséminées après 120 jours. Et le troisième groupe, les vaches étaient inséminées après 180 jours. Il y avait entre 135 et 141 vaches par groupe. Ah oui, autre fait, ils n'ont pris en considération que des vaches qui ne présentaient pas de retard d'involution utérine et qui ne présentaient pas des signes d'infection utérine. Alors, le protocole of-Cinch était appliqué aux vaches qui, à la fin de la période de 40, 120 ou 180 jours, n'avaient pas été vues en chaleur.
Le score corporel a été évalué régulièrement, de deux façons, soit par inspection visuelle et par échographie, en évaluant l'épaisseur du gras au niveau du sacrum. La conductivité, puisque les aspects mammaires avaient été envisagés aussi, il y avait une mesure de la conductivité par le robot, et si cette conductivité est supérieure à 70, l'animal faisait l'objet d'un examen pour identifier la présence ou non d'une mamite clinique, et de voir si effectivement il y avait ou pas ce type de mamite clinique. Toutes les vaches ont fait l'objet d'un contrôle mensuel du lait, pour le dosage de matières grasses, urée, lactose et cellules, et les vaches étaient réformées si leur production était inférieure à 15 kg de lait pendant 5 jours. Bien entendu que les causes de réforme étaient également autres. Elles pouvaient être réformées, bien sûr, pour cause de mamite ou de non-gestation. Mais donc la limite, effectivement, pour décider de la réforme pour sous-production laitière était de 15 litres. Alors passons maintenant au premier aspect de cette étude, c'était de voir les conséquences sur la reproduction. Alors on va envisager dans un premier temps des paramètres zootechniques. Le premier, le plus classiquement évalué, c'est bien sûr l'intervalle entre le vélage et l'insémination fécondante. Et voici rapportées ici les valeurs médianes. Les valeurs médianes, que constate-t-on pour chacun de ces trois groupes de période d'attente, 40, 120 et 180. Nous voyons, et de manière tout à fait normale, que plus tard on insémine, plus tard on va bien sûr obtenir une gestation. Et que donc, trois valeurs sont été distinguées, 92, 148, 204 jours de VIF en fonction de chacun des groupes. Bien sûr que ces différences sont nettement significatives. Donc, première conclusion, plus on attend pour inséminer, plus effectivement cela contribue bien sûr à augmenter le temps nécessaire à l'obtention d'une gestation. Un second paramètre, donc le VIF moyen de l'ensemble de ces trois groupes était de 148 jours. Je vous rappelle que la production laitière moyenne était de 11 500 kg de lait en 305 jours. Un second paramètre, ça a été la durée de la période de reproduction médiane. Médiane, donc, c'est la période comprise entre la fin de la période d'attente volontaire et l'obtention de la gestation. Et là, premier fait déjà intéressant, plus on attend pour inséminer, et plus courte sera la période de reproduction. Et donc, les différences, bien sûr, sont une fois encore extrêmement, significatives. Troisième paramètre, c'était l'intervalle observé entre la fin de la période d'attente volontaire et l'œstrus. Eh bien, on constate que plus le temps passe entre le vélage et le moment où on décide d'inséminer, eh bien, plus courte est cette période, puisqu'elle est comprise entre 22 jours pour le groupe des vaches de 40, dont la période d'attente était de 40 jours, à 9 jours pour celles dont la période d'attente volontaire était de 180 jours. Cette différence est également, significative, et on le constate, il y a une diminution des intervalles observés. Quatrième paramètre, quel était le pourcentage d'œstrus détecté au terme des 46 jours suivant la fin de la période d'attente. Vous voyez que cette politique de mise en place pour la détection des chaleurs porte ses fruits, mais on constate également que plus la période d'attente volontaire, augmente, et plus le pourcentage d'œstrus observé au cours des 6 semaines plus ou moins suivant cette fin de période d'attente augmente. Donc, augmentation et différence nette, bien sûr, entre les groupes 40 et les groupes 120 et 180. La différence, là aussi, est significative. Autre aspect envisagé, un commentaire observé, c'est que cette augmentation du pourcentage d'œstrus avec la période d'attente fait qu'une des conséquences indirectes, c'est que ça réduit bien entendu le nombre de protocoles off-cinch, le nombre de protocoles hormonaux utilisés. Et donc, ceci n'est pas inintéressant tout à la fois sur le plan économique, mais peut-être dans un autre contexte, consommateur, qui n'aime pas tellement, effectivement, un recours intensif à ces protocoles hormonaux.
Autre aspect envisagé, c'était le pourcentage de vaches qui présentaient des ovaires inactifs au cours des 46 jours suivant la fin de la période d'attente. Eh bien, on voit que plus la période d'attente effectivement augmente et moins on va palper des animaux qui sont en anestrus pathologique fonctionnel tel que évalué. Donc, il y a une diminution très nette de ce pourcentage. Un autre paramètre, ces différences sont bien entendu extrêmement significatives. Un autre paramètre envisagé, c'était le pourcentage de kystes. Et là, aucune différence significative n'a été observée dans les trois groupes. Cette prévalence des kystes était extrêmement faible dans les trois groupes d'animaux. Donc voilà une première, je dirais, conclusion. Plus la période d'attente volontaire augmente et plus les animaux semblent effectivement présenter un retour à une cyclicité, je dirais, normale. Voyons de manière plus spécifique maintenant les conséquences que cela a pu avoir sur la fertilité. Eh bien, le pourcentage commençons par le premier de ces paramètres, le pourcentage de gestation première insémination, on voit que là aussi, il y a une différence nettement significative entre les trois groupes, puisqu'on passe de 46% dans le groupe des animaux période d'attente 40 à pratiquement 50% pour les deux autres groupes. Et cette différence est significative. Un second paramètre, c'était d'envisager le pourcentage de vaches qui se sont trouvées être gestantes au terme des 46 jours suivant la fin de la période d'attente. Eh bien, tout à fait normalement, puisque le pourcentage de gestation augmente, eh bien, on constate que le pourcentage de vaches gestantes augmente lui aussi de manière très significative, puisqu'on passe de 34% dans le groupe 40 à 56% dans le groupe 180. L'index de fertilité, quant à lui, est également en diminution. La différence est significative, puisqu'on passe il s'agit d'un index de fertilité calculé sur les seules vaches gestantes. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un index de fertilité apparent. Donc, il ne tient pas compte des inséminations effectivement réalisées également sur les vaches qui ne sont pas devenues gestantes. Alors, premier effet, bien sûr, sur cette fertilité, c'est que au niveau de l'exploitation, l'amélioration de la fertilité a contribué à réduire de 30 à 35% le nombre d'inséminations nécessaires par 10 000 kg de lait. Ça, c'est un premier effet. Et deuxième effet observé, c'est que cet effet positif sur la fertilité a pu aussi, je vous rappelle qu'ils n'ont pas considéré dans les lots expérimentaux des animaux présentant des infections cliniques. Mais il est possible également, et ça c'est bien décrit, que cet effet positif sur la fertilité est imputable au fait que plus vous attendez, plus le risque d'auto-guérison des vaches qui même présentaient une infection subclinique a pu effectivement ici indirectement contribuer aussi à améliorer cette fertilité. Le pourcentage de non-gestation au terme de 3 inséminations a été aussi réduit tout à fait normalement. Donc il passe de 19,1 à 14,4% dans le groupe des 180 jours de période d'attente. Ces différences ne sont pas significatives. Il n'y avait pas de différence significative non plus en termes de mortalité embryonnaire observée entre le jour 40 et 100. Et il n'y avait pas non plus de différence en ce qui concerne le pourcentage des vaches réformées au cours des 320 premiers jours suivant le vélage. Donc, que du positif en termes de fertilité que d'avoir recours à une augmentation de la période d'attente. Alors, quelques données maintenant, après avoir envisagé les aspects reproduction, qu'en est-il maintenant des effets sur la production, notamment? Eh bien, voici une première information qui compare ici le jour moyen du pic de lactation pour l'ensemble des vaches a été de 53 jours. Et si l'on envisage par groupe
de période d'attente, on voit que ces moments du pic sont tout à fait comparables et donc apparaissent une cinquantaine de jours après le vélage. Si maintenant on effectue une comparaison entre d'une part des primipares et d'autre part des pluripares, on voit que les primipares ont un pic qui apparaît à peu près une douzaine de jours plus tard que les primipares. Cette différence était significative. Après le jour d'apparition moyen du pic de lactation, qu'en est-il des productions au pic de lactation? Eh bien, on voit que ce pic, cette production moyenne au pic était de 46 litres et que, en fonction du délai d'attente, eh bien, ces différences ne sont pas significatives. De manière tout à fait normale, les vaches primipares ont une production au pic de 40 litres et les pluripares ont une production au pic de 50 litres. Voilà pour une autre donnée de production laitière. La production moyenne par jour de lactation n'ont pas été significativement différentes entre les trois groupes, 40, 120 et 180. On tourne une production moyenne de 35 litres. Mais bien entendu, la grosse différence, bien sûr, c'est la durée de la lactation respective de ces trois groupes, puisqu'en effet, les valeurs ici affichées doivent être multipliées par 10. Le groupe pour lequel la période d'attente était de 40 jours ont une durée de lactation de 341 contre 396 et 447 jours pour les vaches dont la période d'attente était de 180 jours. Si l'on compare les primipares et les pluripares, eh bien, on voit que là, il n'y a pas de différence significative entre ces deux groupes de vaches. Qu'en est-il du tarissement maintenant? Eh bien, si l'on envisage effectivement les durées de tarissement moyennes, on voit que, bien sûr, les vaches qui ont eu une période d'attente allongée de 180 jours ont une durée de tarissement de plus ou moins 60 jours, contre 50 et 48 jours pour les vaches qui avaient une période d'attente de 40 jours. On voit également que les primipares ont une durée de tarissement plus courte que les pluripares, cette différence étant significative. Un deuxième facteur, c'est de savoir effectivement, mais au tarissement, quelles étaient les productions laitières de chacune de ces trois groupes. Eh bien, les différences sont significatives. En moyenne, les vaches au tarissement, lors du dernier contrôle avant le tarissement, produisaient encore 20 litres. Et l'on voit que entre les trois groupes, la différence est significative. On a 19 litres pour les groupes 40, pour le groupe 120, on est à 17 litres pour le groupe 180. Les primipares avaient une production plus élevée que les multipares et la différence était significative. Autre information, il concerne le pourcentage de vaches qui ont des taris avec une production inférieure à 15 kg. Eh bien là aussi, on observe une différence significative entre les trois groupes expérimentaux, puisque 53% des vaches du groupe 180 ont été taries alors qu'elles produisaient moins de 15 kg. Et ce pourcentage est nettement moins élevé dans le groupe des vaches dont la période d'attente volontaire était de 40 jours. Et une différence significative également a été observée entre les primipares et les pluripares, puisque les vaches pluripares, le pourcentage de vaches taries avec une production inférieure à 15 kg était nettement plus élevé. Qu'en est-il du pourcentage de vaches avec mammites? C'est un autre aspect que les auteurs ont essayé d'envisager. Eh bien, on constate que la fréquence des mammites et des vaches qui ont présenté au moins un cas de mammite est relativement élevée, mais néanmoins non différent en fonction des périodes d'attente considérées. Et on observe également que les vaches pluripares ont eu une prévalence de mammites nettement plus élevée que les vaches primipares.
Et le pourcentage de réforme totale apparaît différent en fonction des groupes, et on observe ici, il est différent mais non significatif. Il est plus élevé chez les vaches dont la période d'attente volontaire était de 180 jours, 20,9%, mais sans doute ces pourcentages plus élevés résultent du fait que plus de vaches dans ce groupe que chez les autres groupes ont été réformées pour une sous-production laitière moindre, mais encore une fois tout à fait relatif. Là aussi, on constate que les pluripares ont été plus souvent réformés que les primipares, chose habituellement observée. Les causes de réforme, les motifs de réforme pour mammites n'apparaissent pas différents en fonction des groupes expérimentaux, et cette réforme pour cause de mammites est nettement plus élevée chez les vaches pluripares. Donc voilà quelques chiffres relatifs aux effets de cet allongement de la période d'attente en termes de reproduction, mais aussi en termes de production. Autre observation également intéressante à considérer, c'est que si l'on considère la période des 330 premiers jours de lactation, il n'y avait pas de différence sur les numérations cellulaires. Au-delà de cette période, on constate que les taux cellulaires ont une tendance à l'augmentation, effectivement, en fonction de la durée de la période d'attente volontaire considérée. Une autre observation est celle relative à l'état corporel. En moyenne, les vaches des trois groupes ont perdu 0,75 points entre le vélage et le 60e jour du postpartum. Et ils ont été comparables par la suite jusqu'au 240e jour de lactation. Néanmoins, on constate que les vaches, en fait, au moment du tarissement, le pourcentage de vaches dont le score corporel était supérieur à 3,5 augmentait effectivement avec la longueur de la période d'attente volontaire. Ce pourcentage était de 35,9% en cas de période de 180 jours, contre 21,7% si la période d'attente était de 120 et 19,6% si la période d'attente était de 40 jours. Voilà. Que peut-on conclure? Quelques conclusions, je dirais, peuvent être apportées par rapport à ces observations. En allongeant le temps de récupération d'un bilan énergétique négatif, on améliore les performances de reproduction. Donc il faut en fait, en moyenne, on diminue ce temps nécessaire à l'obtention d'une gestation de 56 jours, quand la période d'attente est augmentée de 80. Donc c'est pas trop mal. Et pour la petite histoire, on peut signaler également que ce genre de choses a été également observé quand on diffère de 15 jours, 3 semaines, la mise en place d'un protocole off-cinch. Deuxième observation, ces résultats concernent des vaches laitières hautes productrices. On parle ici de vaches qui produisaient 11 500 kg en 305 jours. Bon, maintenant, est-ce que ces effets devraient automatiquement être observés si la production laitière est nettement moins élevée? Il reste peut-être effectivement à se déterminer sur ce qu'on entend par une vache laitière haute productrice. Et lisant les publications relatives à ce sujet, il est habituel de voir que les auteurs considèrent qu'une valeur au pic de 40 litres constitue quelque part un seuil sous ou au-dessus desquels on observe effectivement diverses conséquences. Alors c'est vrai qu'ici, ils n'ont pas considéré les vaches qui avaient des infections utérines, mais leur commentaire c'était de dire que ça ne semblerait pas être un facteur de risque majeur, d'autant que dans l'exploitation, ils pratiquent un dépistage et un traitement précoce de ces infections, et ils semblent également insister sur le potentiel d'auto-guérison effectivement de ces vaches. Quatrième remarque, un allongement volontaire de la période d'attente devrait davantage concerner les primipares que les pluripares. Surtout si elles ont accouché à un âge relativement, je dirais, précoce. C'est donc que leur besoin nécessité par la lactation vient s'y ajouter également les besoins pour finaliser quelque part leur croissance. Et donc, comme je le disais, cet allongement devrait davantage peut-être concerner les vaches dont la production laitière est supérieure. On parle de 40 kg de lait au pic de lactation.
Et un fait peut-être plus anecdotique, mais qui n'est pas inintéressant, c'est que cet allongement de la lactation contribue également à augmenter la quantité de matière utile. Ce qui, dans le cadre d'une valorisation d'un prix de cette matière, d'une valorisation de cette matière utile sur le plan économique, peut également être intéressant. Je vous ai déjà signalé que ça contribue à réduire les frais d'insémination, puisqu'on insémine moins, et que ça contribue aussi à réduire les frais liés à des traitements hormonaux de synchronisation. Voilà ce que j'avais à vous dire en quelques minutes et une dizaine de diapositives. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mais maintenant, ce serait bien qu'effectivement il y ait des commentaires. Et si vous voulez, bien sûr, dans un autre contexte toujours, en savoir un peu plus, eh bien, je vous invite à vous rendre sur ces 2 pages Facebook, voire sur ma chaîne YouTube.